Les 18 et 19 Brumaire 1799, Bonaparte prend le pouvoir par la force. Le sabre qu'il avait brandi, eh bien Bonaparte n'allait pas le rentrer dans son fourreau après le coup d'État. En 3 mois, il instaure la paix civile et bâtit de nouvelles institutions. Mais l'Angleterre arme les Autrichiens et les Piémontais. Bonaparte part les affronter en Italie. Il dit « Je m'en vais vaincre les Autrichiens et m'aboucher en Italie avec le pape ». Montebello, Marengo, Hohenlinden, les victoires s'enchaînent avec panache. Le conquérant devient législateur, signe le concordat avec le pape Pie VII et un traité de paix avec l'Angleterre. La France, en liesse, sort des guerres révolutionnaires agrandie et plus forte que jamais. Mais le 16 mai 1803, la paix d'Amiens est rompue par les Anglais. Bonaparte, furieux, prépare l'invasion de la perfide Albion. Lorsque l'accord a été signé, il l'envisageait sur une courte durée comme une espèce de répit avant la reprise des hostilités. À l'Est, la troisième coalition menace la France. Il faut lever le camp de Boulogne et aller la combattre au plus vite. L'aigle ne marche pas, il vole. Après plusieurs sollicitations savamment orchestrées, Bonaparte décide d'accepter l'Empire. Le 18 mai 1804, le Sénat proclame Napoléon Ier empereur des Français. Bonaparte a vécu. Vive Napoléon Ier. La Constitution de l'an 12 de la République, instaurant l'Empire, est promulguée. Napoléon devient par là même empereur des Français, le second après Charlemagne. J'accepte ce titre que vous croyez utile à la gloire de la nation. Je soumets au peuple la loi de l'hérédité. Le résultat du référendum est sans appel. Sur 3 575 000 votants, à peine 2 500 votes négatifs. La France s'est donné une 4e dynastie. Empereur, c'est un titre républicain d'origine. Et quand on parle d'empire au XVIIIe siècle, ça désigne l'État en règle générale. Et donc l'empereur, c'est à la fois le moyen d'avoir un pouvoir qui soit réellement royal, puisqu'il est de fait un monarque, à partir du moment où il devient héréditaire, mais en même temps de garder une caution républicaine, c'est-à-dire qu'il est l'empereur de la République française. Bon, tout ça est un bricolage constitutionnel qui ne fondait pas un régime en réalité viable, parce que la vérité du régime napoléonien, c'est que c'est le gouvernement d'un homme. Le 19 mai 1804, 18 hommes sont nommés maréchaux de l'Empire. La plupart pour fait de guerre, quelques-uns à titre honorifique. Ils recevront leur bâton de maréchal le lendemain du sacre. Tous les grands soldats sont là. Juste récompense de la fidélité, des services et du sang versé. Toute l'armée est fière d'eux. La promotion 1804 comprend Augereau, Bernadotte, Berthier, Bessières, Brune, Davout, Jourdan, Kellermann, Lannes, Lefebvre, Masséna, Moncey, Mortier, Murat, Ney, Pérignon, Serrurier et Soult. Ce sont tous, presque tous, des généraux de la Révolution. Et en 1804, lorsque Napoléon fait sa
première fournée, si vous me permettez l'expression, de maréchaux, donc 14 titulaires plus 4 honoraires, c'est un acte qui n'est pas un acte militaire, c'est un acte politique. La preuve, à l'époque, l'armée est divisée en deux grands courants de sensibilité, si vous voulez, pour parler politique. Les Rhénans et les Italiens. Les Rhénans sont ceux qui ont fait les campagnes de la Révolution sur l'armée du Rhin, donc plutôt du côté du général Moreau, lequel était le rival de Bonaparte, et les Italiens, bien sûr, c'est ceux qui ont fait les campagnes d'Italie avec Napoléon. Or, il y a une animosité totale entre les deux. Et Napoléon, avec beaucoup de sens de l'équilibre, prend 7 Rhénans et 7 Italiens. Le même jour, Napoléon nomme les grands dignitaires de l'Empire. Sont nommés grand électeur, le prince Joseph, connétable, le prince Louis, archi-chancelier, Cambacérès, archi-trésorier, Lebrun. Talleyrand est fait grand chambellan, Caulaincourt, grand écuyer, Ségur, maître des cérémonies, Duroc, grand maréchal du palais, et Berthier, grand veneur. L'Angleterre, elle, ne désarme pas. Un an déjà qu'elle a rompu la paix d'Amiens, que ses vaisseaux canonnent nos côtes. À Boulogne, 120 000 hommes sont prêts à porter l'aigle impérial sur la tour de Londres. « Nous n'avons jamais eu de troupes aussi nombreuses et aussi belles », écrit l'empereur. Le 16 août 1804, dans un amphithéâtre naturel, toute l'armée est rassemblée. La cérémonie est grandiose. Napoléon distribue les premières croix de la Légion d'honneur. En souvenir de cette éclatante journée, les soldats payèrent sur leur solde l'érection de la colonne de la Grande Armée. Aujourd'hui, elle domine toujours la plaine. Le 2 décembre 1804, 600 000 personnes bravent un froid très vif. Elles acclament le cortège de Napoléon Ier, en route pour se faire sacrer à Notre-Dame. Le pape Pie VII l'attend au pied de l'autel. Ce pape Pie VII, donc je dirais très ouvert à une collaboration avec la France, va se voir imposer, en plus du Concordat, ce qu'on a appelé les articles organiques, qui sont des articles imposés par le gouvernement français qui renforcent non pas la séparation entre l'Église et l'État, mais on va dire la non-confessionnalité de l'État. Et ça, le pape l'accepte mal. Et c'est afin de pouvoir renégocier ces articles organiques qu'il va finalement accepter de venir à Paris pour sacrer Napoléon Ier, après une négociation serrée qui a eu lieu à Rome et qui a été menée pour le compte de la France par un cardinal dont nous avons déjà entendu parler, qui est le cardinal Fesch, et qui est en réalité l'oncle de Napoléon. Il prend conscience que, gouvernant un État dominé par le catholicisme, il se doit d'être en conformité avec son peuple. Et donc, il retrouve ses racines catholiques, c'est ce qui le conduit à négocier le Concordat. Il n'est pas chrétien au sens où il n'a pas une foi profonde, encore que, bon, on peut toujours évidemment s'interroger sur la question, mais en tout cas, il n'exprime pas une foi très profonde. En revanche, il exprime la volonté d'être un souverain chrétien à la tête d'un peuple chrétien. Décrire la cérémonie est inutile. Le superbe tableau de David est éloquent. Napoléon vient de se couronner lui-même et s'apprête à couronner Joséphine, reléguant le pape à un rôle de simple exécutant.
En fait, la cérémonie a donné lieu à une organisation assez complexe parce que Napoléon a décidé, le jour même de la cérémonie, qu'il allait en quelque sorte se couronner lui-même. C'est-à-dire que dans la version initiale, c'était le pape qui devait poser la couronne sur la tête de Napoléon. Et Napoléon, le jour même, donc, a décidé que ça ne se passerait pas comme ça et que c'était lui qui allait poser la couronne sur sa tête. Évidemment, un geste très fort pour marquer, d'une part, le fait qu'il y a une sorte de prédominance du politique et du militaire sur le religieux, et d'autre part, pour marquer le fait qu'il se doit à lui-même cette propre élévation. Tous les grands acteurs de l'Empire sont là. Donc il a face à lui l'ensemble de l'Europe qu'il regarde finalement avec les ambassadeurs qui l'entourent et puis tous les corps constitués qui sont là, donc Notre-Dame et Joséphine, qui a quand même son importance. Et il a ce petit mot, très drôle, cocasse, mais intéressant quand même pour comprendre son personnage, c'est qu'il se retourne, alors qu'il s'avance vers le pape, il se retourne vers son frère Joseph et il lui dit en corse, je ne sais pas si je le dirais bien, « Ci babou vecchia, si notre père nous voyait ». Ça signifie tout à fait son parcours et ça montre bien que Napoléon avait une petite fierté, ça on ne peut pas lui enlever ça, mais surtout il l'a fait aussi pour dire voilà, regarde Joseph, d'où nous venons, nous sommes venus ici il y a à peine 11 ans et en 11 ans je suis devenu du simple sous-lieutenant que j'étais, je suis devenu empereur, finalement empereur de l'Europe. Les grands absents de cette journée sont Lucien, Jérôme et Madame Mère. Les deux frères de Napoléon se sont fâchés avec lui en refusant de divorcer et Madame Mère les a suivis à Rome. Sur ordre de Napoléon, Laetitia sera peinte dans la loge impériale, comme si elle était présente. L'empereur a voulu qu'elle soit rajoutée de manière à souligner l'importance de la famille et également le soutien complet de sa famille, alors que de toute évidence, la mère de Napoléon n'était peut-être pas entièrement favorable à cette grande démonstration du sacre. Ce tableau copié sur des estampes pour être massivement diffusé est un vrai chef-d'œuvre de communication. Napoléon lui-même va être assez intrigué lorsqu'il viendra visiter l'atelier de David, mais il aura ce mot très célèbre où il dira « David », parce que tout le monde était un peu inquiet, « David, enfin, vous m'avez fait chevalier français ». En ce 2 décembre 1804, Napoléon peut contempler avec fierté le chemin accompli depuis Toulon. Le premier empire français vient de naître. Mais notre survie est déjà menacée. En juillet 1805, la troisième coalition se constitue. Elle regroupe l'Angleterre, la Russie, l'Autriche, Naples et le royaume de Suède. En août 1805, il se rend compte que les Autrichiens veulent venir en France et ils s'avancent sur la Bavière, qui était notre allié. Ce sera un prétexte. Mais c'était juste au moment où, quand même, on préparait l'armée française à traverser la Manche pour faire un débarquement en Angleterre, parce que l'ennemi, c'était l'Angleterre. Le grand ennemi de la France, c'était l'Angleterre. Près de Boulogne, son quartier général, le château de Pont-de-Brique. C'est ici, le 13 août 1805, qu'il apprendra que l'amiral Villeneuve s'est réfugié avec sa flotte en Espagne. Cette nouvelle anéantit ses plans de conquête de l'Angleterre. Il convoque Daru et d'un trait lui dicte tout le plan de la campagne d'Austerlitz. Selon la tradition, pas un numéro de régiment ne lui échappe. L'ordre des marches, leur durée, les lieux de rassemblement, il prévoit tout. L'ennemi, dit-il, ne sait pas avec quelle rapidité je vais faire pirouetter mes 200 000 hommes. Le 23 août 1805, on s'est mis en marche vers l'Est. L'empereur nous a trouvé un surnom, il nous appelle ses 7 torrents. 7 torrents pour 7 corps d'armée qui déferlent vers le Rhin. En tête, le premier corps de Bernadotte, puis le deuxième corps de Marmont,
le 3e corps de Davout, le 4e corps de Soult et le 5e corps de Lannes les suivent. Le 6e corps de Ney et le 7e corps d'Augereau complètent le dispositif. La réserve de cavalerie de Murat et la garde ferment la marche. Toute l'armée, près de 200 000 hommes répartis en 7 colonnes, se rue à marche forcée vers l'ennemi. On nous fait faire près de 30 km par jour. L'empereur fait la guerre avec nos jambes et ça fatigue. Le 26 septembre 1805, on arrive sur le Rhin. On est maintenant en territoire hostile. Mais aucune armée ne semble venir à notre rencontre. Devant nous, les plaines d'Allemagne sont vides. Dans la guerre du XVIIIe siècle, il y avait un chef qui commandait à tous ces régiments. C'était pas facile, c'était lourd parce que chaque régiment, chaque colonel de régiment ou chaque général qui pouvait commander un régiment avait son mot à dire. Là, lui, il essaie de faire ça sous forme de pyramide, c'est-à-dire qu'il y a les régiments plusieurs régiments forment une brigade, 2 ou 3 brigades forment une division, 2 ou 3 divisions forment un corps d'armée, et au-dessus, il y a Napoléon. Il a autour de lui que les commandants des corps d'armée qui vont transmettre tous ces ordres en descendant jusqu'au régiment. Le 7 octobre, les Français sont sur les bords du Danube. Les Autrichiens ne se doutent de rien. Mack, commandant en chef, veut marcher sur Stuttgart. Par un mouvement tournant, les Français ont déjà enveloppé la ville d'Ulm, coupant toute possibilité de retraite aux Autrichiens. Mack, enfermé dans Ulm, décide d'attendre les renforts, les soldats russes de Kutuzov. Il a quand même posté une division sur les hauteurs d'Elchingen. Le 14 octobre, le maréchal Ney inflige une cuisante défaite aux Autrichiens en prenant Elchingen à la baïonnette. En 1808, Ney deviendra le duc d'Elchingen. Le corps de Ney enlève les hauteurs du Michelsberg qui domine la ville. Toute l'artillerie disponible s'y concentre alors et pilonne ensuite Ulm sans pitié. Ayant vainement attendu le renfort des troupes russes de Kutuzov, Mack est forcé de capituler le 20 octobre 1805. Kutuzov, qui était quelqu'un de prudent, ça lui réussira en Russie, mais là, c'était pas bien, parce que il aurait pu venir certainement au secours de l'Autriche, mais il se rend compte qu'il n'est pas prêt quand les Autrichiens l'appellent au secours. Il est à une centaine de kilomètres de Ulm, il pourrait venir, mais il se rend compte que ça ne suffira pas et qu'il n'a pas envie de se confronter à Napoléon, dont il commence à apprécier quand même la science militaire. Pendant près de 4 heures, les 30 000 hommes du général Mack défilent, déposant leurs armes aux pieds du jeune empereur des Français. La journée d'Ulm a été l'une des plus belles journées de l'histoire de France. C'est ainsi que commence le 6e bulletin de la Grande Armée. 2 semaines après avoir franchi le Rhin, Napoléon a réalisé son plan. La principale armée autrichienne, forte de 80 000 hommes, n'existe plus. Les Français comptent à peine 2 000 hommes hors de combat. Il écrit à Joséphine « Je vais me porter sur les Russes, ils sont perdus ». En Autriche, la capitulation de Mack a fait l'effet d'une bombe. Le 24 octobre, l'empereur fait une entrée triomphale à Munich. Mais la capitale de la Bavière n'est qu'une étape sur la route de Vienne. Sur la rive gauche du Danube, le village de Dürnstein. Le 11 novembre 1805, Mortier vit ici des heures difficiles. 30 000 Russes fondent sur 4 000 Français. L'armée du général Dupont fait basculer la victoire dans l'escarcelle des Français. Le 13 novembre, le drapeau tricolore cimé de l'Aigle d'Or
flotte sur le palais de Schönbrunn, déserté par les Habsbourg. Napoléon a de quoi être satisfait. Une mauvaise nouvelle vient ternir l'euphorie de la victoire, celle du désastre de Trafalgar. Le 21 octobre 1805, au large de Cadix, près du cap Trafalgar, la flotte anglaise, commandée par l'amiral Horatio Nelson, a remporté la plus grande victoire navale de l'histoire de la Royal Navy. Juste avant la bataille, Nelson a fait hisser un pavillon au grand mât de son vaisseau amiral, le HMS Victory. Le message dit « England expects that every man will do his duty ». Ce qui signifie « L'Angleterre attend de chaque homme qu'il fasse son devoir ». Ce message va devenir légendaire outre-Manche. Le HMS Victory, c'était le navire de Nelson durant la bataille de Trafalgar. Derrière moi, c'est le seul exemplaire restant de la première ligne de navires de guerre de la Marine royale. À la bataille de Trafalgar, le Victory n'est pas complètement réparé, mais il fait quand même partie des navires redoutables avec ses 104 canons. À l'époque, ce n'est pas le plus grand navire de guerre. Un bateau espagnol, la Santissima Trinidad, lui a ravi le titre. Mais c'est un navire qui reste l'un des plus puissants de la bataille de Trafalgar. Nelson n'est pas le meilleur marin de la Royal Navy. Ce n'est pas non plus le meilleur en politique ou en diplomatie. Mais c'est un leader avec un charisme fantastique. Et ses hommes l'adorent. Les Anglais se battent à 1 contre 2. 27 navires anglais sont aux prises avec 22 Français et 15 Espagnols. Des marins mieux entraînés, des navires mieux commandés et des canons dévastateurs à courte portée ont fait toute la différence. Les caronades sont des armes effroyables. Ce sont des canons à âme courte qui sont faites pour tirer à courte portée, mais dont la diffusion des projectiles provoque des ravages sur les ponts des navires ennemis. Au soir de la bataille, le bilan est éloquent. 22 bâtiments franco-espagnols ont été coulés ou capturés et plusieurs autres ont été tellement endommagés qu'ils ne seront pas réparables. Aucun des navires anglais n'a été perdu, même si plusieurs ont été gravement endommagés, dont le HMS Victory, le navire amiral, qui a particulièrement souffert d'être au plus fort des combats. Nelson est mort à bord du Victory durant la bataille de Trafalgar. Il était sur le pont avec le capitaine Hardy, qui commandait le navire. Quand un tireur d'élite français, à bord du Redoutable, à une distance de 20 mètres, a tiré une balle de mousquet. Nelson a été touché à l'épaule, la balle lui a traversé les poumons et la moelle épinière lui a brisé le dos. Il est tombé et il a dit à Hardy « Ma colonne vertébrale est touchée ». L'Angleterre est en deuil et fera à Nelson des obsèques grandioses. L'amiral Gravina, qui commandait la flotte espagnole, a lui aussi trouvé la mort. Après la bataille, les Anglais ne comptent dans leur rang que 400 morts et 1200 blessés. Chez nous, Espagnols compris, les pertes sont de 2500 morts, 4000 blessés et surtout 7000 disparus. C'est une catastrophe. Le courrier a mis presque un mois pour remonter du sud de l'Espagne jusqu'à Napoléon. Il l'apprend le 17 novembre. Alors après la bataille de Trafalgar, l'amiral Villeneuve parvient à regagner la France et il est immédiatement mis aux arrêts. Napoléon est furieux, évidemment, il veut le faire traduire en justice, en cour martiale. Villeneuve s'installe à Rennes et avant son procès, il se suicide.
Alors il se suicide, certains ont dit qu'il avait été assassiné, mais bon, il s'est suicidé d'une façon assez normale, et puis surtout il a laissé une lettre pour expliquer les raisons de son geste. Austerlitz, c'est la plus belle des batailles. C'est vraiment, c'est quasiment un chef-d'œuvre. Et c'est une bataille qui est toujours étudiée aujourd'hui à l'école de guerre à Paris, à West Point aux États-Unis. C'est un modèle du genre. L'armée de Koutousov s'est repliée en Moravie, au nord de Vienne, où elle fait sa jonction avec les renforts amenés par Alexandre, le jeune tsar de Russie. Non loin de la ville de Brunn, le petit village d'Austerlitz. Le 28 novembre 1805, Napoléon y retrouve Soult, Lannes et Murat. Ces maréchaux sont inquiets. Il faut avouer que la situation des Français est plutôt délicate. Face aux 71 000 hommes de la Grande Armée, 93 000 Austro-Russes commandés par les empereurs de Russie et d'Autriche attendent l'arrivée en Moravie des 30 000 soldats de Bennigsen. Effectivement, on commence la campagne d'Austerlitz avec 200 000 hommes, on arrive à Austerlitz, on n'arrive plus que 70 000. Et on a, ce parcours est jalonné de victoire. Mais on a dû laisser des hommes pour sécuriser cette route, qui est la route de communication avec la France, et qui pourrait servir, si malheureusement le sort nous avait été contraire, de route de retraite. Le champ de bataille est relativement étendu. 12 km de large sur 8 km de profondeur. À l'est, proche du village d'Austerlitz, se trouve Pratzen. C'est un vaste plateau culminant à 324 mètres, au pied duquel coule une rivière, la Goldbach. Napoléon sait très bien que sa seule chance de salut, c'est de livrer une bataille décisive. Pour compenser son infériorité numérique, il va pousser l'adversaire à la faute. Il simule la crainte, le désarroi, fait mine de préparer sa retraite. Il abandonne aux coalisés le village d'Austerlitz et les hauteurs du Pratzen. Le piège est en place. La gauche française s'appuie sur une colline baptisée le Santon. On la couronne de 16 pièces de canon. À ses pieds, Lannes et la cavalerie de Murat. À droite, Soult. En réserve, le corps de Bernadotte, les grenadiers d'Oudinot et la garde impériale. L'extrême droite française n'est défendue que par la division Legrand. La nuit qui précède la bataille se fond dans le brouillard. Un grenadier du 46e de ligne improvise une torche pour guider les pas de l'empereur. Et c'est tout le bivouac qui s'illumine. « Voilà la plus belle soirée de ma vie », dira Napoléon. Observant ce spectacle, les Austro-Russes se persuadent que les Français brûlent leur cantonnement pour couvrir leur retraite. Dans la nuit, Davout arrive pour renforcer la droite française, au terme d'une marche de 130 km en 2 jours. Au matin du 2 décembre 1805, le jour se lève. Il fait froid. La bataille débute vers 7 heures. Conformément au plan russe, les forces de Buxoden commencent à descendre du plateau de Pratzen en 4 grosses colonnes d'attaque et engagent notre droite. Les villages de Telnitz et de Sokolnitz sont l'objet de violents combats. Ils sont pris et perdus à plusieurs reprises. Davout plie, mais notre ligne ne cède pas. À l'opposé du champ de bataille, au nord, Bagration lance à son tour l'attaque sur notre aile gauche. Le corps de Lannes et la cavalerie de Murat encaissent les premiers chocs. À cet instant, comme Napoléon le prévoyait, le plateau de Pratzen se trouve dégarni. Une cible tentante. Davout, malgré les renforts, combat toujours face à des adversaires 4 fois plus nombreux. Il réussit néanmoins à contenir l'attaque coalisée. Sa résistance héroïque sur notre droite est la clé de la victoire. Au nord comme au sud, les 2 ailes de l'armée française tiennent. Il est temps de faire basculer la bataille. Napoléon ordonne l'assaut du plateau de Pratzen. C'est au pas de charge que les hommes de Soult sortent de la brume. Pour les Russes, la surprise est totale. Les Autrichiens occupent Pratzen,
Et Napoléon dit, ils vont essayer de me couper la route de Vienne et me contourner. C'est exactement ce qui va se passer. Et les Autrichiens n'ont pas prévu que Napoléon, dès le début de la bataille, lance ses hommes à l'assaut du Pratzen, et c'est lui qui coupe l'armée austro-russe en deux. C'est l'heure que choisit le soleil pour faire son apparition. Il est 9 heures. L'attaque soutenue par le corps de Bernadotte et par la garde impériale est un succès. Vers 11 heures, le plateau est entre nos mains. Face au Santon, les cavaliers de Murat et de Bagration s'expliquent. Le choc est terrible. À la mi-journée, les Austro-Russes jettent le gant. Couvert de sang et de poussière, le général Rapp apporte à Napoléon les étendards de la garde impériale russe. La scène est immortalisée par le tableau de Gérard. Il est 14 heures. Les Russes, pris entre Davout qui résiste et Soult qui les prend à revers, commencent à lâcher prise. La gauche austro-russe désagrège, la pression française est trop intense. La bataille est gagnée. Napoléon n'a plus qu'à transformer sa victoire en triomphe. Au nord et au centre, la retraite des coalisés tourne à la déroute. Au sud, les Français encerclent pratiquement les hommes de Buxhausen, qui tentent de fuir à travers les marais glacés de Zadkani. En fait, ces étangs furent asséchés 3 jours après, je crois que c'est par Suchet, et on s'apercevra qu'il n'y avait que 10 ou 12 cadavres. Mais pendant très très longtemps, on propagea l'idée que les étangs ont été la mort, le piège mortel pour les Austro-Russes, ce qui n'a pas été le cas. On a 1300 tués, 7000 blessés. En face, c'est beaucoup plus dur. Une belle rouste où je ne m'y connais pas. Tous les étendards de la garde impériale russe ont été capturés, ainsi que 120 canons. Napoléon va ordonner que ces canons soient fondus pour édifier à Paris une colonne commémorative sur la place Vendôme. La victoire d'Austerlitz donne aussi lieu à un bulletin de la Grande Armée dont le texte est entré dans la légende. Soldats, je suis content de vous. Vous avez décoré vos aigles d'une immortelle gloire. Il vous suffira de dire « J'étais à Austerlitz » pour que l'on vous réponde. Voilà un brave. À Joséphine, Napoléon écrit « Hier, j'ai battu les Russes et les Autrichiens. Je suis un peu fatigué. J'ai bivouaqué 8 jours en plein air par des nuits assez fraîches. » Austerlitz, c'est la plus parfaite des victoires que la Grande Armée offre à Napoléon pour le premier anniversaire de son sacre. Après la bataille d'Austerlitz, qui s'est déroulée le 2 décembre 1805, l'armistice a été signé dans une salle devenue historique. Les Français étaient représentés par le maréchal Berthier, les Autrichiens par le comte Liechtenstein. Le représentant russe n'a pas pris part à la signature de cet armistice. Ils ont été battus. Ensuite arrive la signature de la paix de Presbourg en décembre 1805. Le traité de Presbourg est signé le 26 décembre 1805. La France récupère le duché de Clèves et la principauté de Neuchâtel. Elle confirme aussi toutes les possessions précédemment conquises en Italie. La Bavière et le Wurtemberg deviennent des royaumes indépendants, entrant dans notre sphère d'influence. L'Autriche abandonne de plus ses possessions vénitiennes, l'Istrie et la Dalmatie, au profit du royaume d'Italie. Le Hanovre est cédé à la Prusse. Toutes ces modifications secouent en profondeur l'Europe centrale. Le Saint-Empire romain germanique, vieux de presque 7 siècles et composé d'une mosaïque d'États, n'y résiste pas. Le plus vieil empire d'Europe s'écroule comme un château de cartes. En juillet 1806,
La création de la Confédération des États du Rhin lui portera le coup fatal. En dehors des opérations militaires, l'année 1805 a été riche en événements divers. En France, une innovation voit le jour à Paris. La numérotation des maisons, côté pair et impair, à partir de la Seine, est mise en place. Elle perdure encore de nos jours sous cette forme. Le 17 mars, Napoléon est proclamé roi d'Italie. Le 26 mai suivant, il est sacré à Milan. Derrière moi, vous voyez une de nos pièces d'apparat les plus importantes, à savoir la voiture que l'on appelle le carrosse du Sacre de Milan. Ce carrosse a été construit à Paris aux alentours de 1790. Il s'agit de la voiture que Napoléon a fait transporter à Milan en 1805 pour se rendre à son couronnement en tant que roi d'Italie. Napoléon nomme le jeune Eugène de Beauharnais, fils de Joséphine, vice-roi d'Italie. Le 4 juin 1805, c'est le rattachement de Gênes et de la Ligurie à la France. Les Bourbons de Naples sont détrônés et Napoléon Ier nomme son frère Joseph roi de Naples. L'expédition partie conquérir le royaume n'est qu'une promenade militaire. À partir du 1er janvier 1806, on en revient au calendrier grégorien. Le calendrier républicain n'existe plus. Et puis il y a en février 1806 une redéfinition des fêtes de la nation française qui désormais sont essentiellement au nombre de deux. Il y a la fête du 15 août, la fête du 15 août qui est en même temps l'anniversaire de Napoléon Bonaparte et l'Assomption, qui devient la fête du rétablissement de l'unité religieuse des Français et la Saint-Napoléon, bien évidemment. Et puis il y a le premier dimanche de décembre, qui va pouvoir commémorer à la fois Austerlitz et le Sacre. Et on voit que les fêtes qu'on propose aux Français sont des fêtes qui sont très liées à un homme qui devient à ce moment-là l'objet d'un culte civique en quelque sorte, qui s'éloigne un petit peu des principes républicains. Le 23 janvier 1806, William Pitt meurt, âgé seulement de 47 ans. Depuis plus de 20 ans, il est à la tête des affaires de l'Angleterre. C'est lui qui a transformé la diplomatie de son pays en agence du complot, alimenté la terreur, soulevé la Vendée, armé le bras des conspirateurs, rompu le traité d'Amiens. C'est lui qui venait de coaliser la Russie et l'Autriche contre la France. Fox lui succède. Il a connu à Paris Bonaparte, alors premier consul. Napoléon peut légitimement espérer renouer avec Londres. La mort de Fox met fin à tous ses espoirs. À l'été 1806, un conflit éclate entre le royaume de Prusse et l'Empire français. La pomme des discordes, c'est la principauté du Hanovre, que Napoléon avait tout d'abord promise à la Prusse avant de la proposer aux Anglais. Poussé par sa femme, la reine Louise de Prusse, et son entourage favorable à la guerre, le roi de Prusse envoie ensuite un ultimatum à la France. Les conditions sont telles que la guerre devient inévitable. Napoléon estime que si les Prussiens veulent la guerre, ils l'auront. Il n'envisage pas de retirer ses troupes du sud de l'Allemagne et de les rapatrier en France. Quand on pense à l'Allemagne à l'époque de Napoléon, on ne doit pas penser à l'Allemagne d'aujourd'hui. On doit penser à une Allemagne qui était morcelée, à une Allemagne qui était politiquement, religieusement, sociologiquement divisée entre le nord et le sud. Tous les États du sud, la Bavière, le Wurtemberg, le Bade, étaient des alliés naturels de la France. Parce qu'ils considéraient que la France était le troisième homme de l'Allemagne en quelque sorte. Pour échapper à la domination autrichienne ou prussienne, il fallait faire entrer un troisième allié. Et cet allié, c'était la France. Et puis il y avait les puissances du Nord. La puissance du Nord avec le Hanovre, qui était le roi de Hanovre était le roi d'Angleterre, donc on voit bien qu'il ne pouvait pas s'entendre très bien avec la France. Et puis la Prusse, qui elle avait de grandes ambitions essentiellement territoriales, parce que la Prusse à ce moment-là était géographiquement un petit pays, donc elle voulait étendre, protéger que le Brandebourg soit protégé par une plus grande étendue. Et donc on voit bien que entre le nord et le sud de l'Allemagne, il y avait à ce moment-là des frottements qui donnent des guerres. Le moment est cependant particulièrement dangereux pour la Prusse. La Russie doit encore réorganiser son armée.
Quant à l'Autriche, elle est exsangue après Ulm et Austerlitz. L'Angleterre se contente, comme d'habitude, de fournir armes et argent. Au cœur de cette 4e coalition, la Prusse devra faire face seule aux Français. L'enthousiasme règne de l'autre côté du Rhin. La morgue des officiers prussiens est sans limite. À Berlin, ils vont jusqu'à aiguiser leurs sabres sur les marches de l'ambassade de France. L'empereur passe le Rhin le 1er octobre 1806. Son armée est divisée en 7 corps. Un 8e corps sous les ordres de Mortier se rassemble sur les frontières de la Westphalie. Napoléon est arrivé à Bamberg le 7 octobre. Ici, il parle aux soldats. Il leur dit « Voulez-vous retourner dans votre patrie en lâche ou bien rentrer à Paris en brillant vainqueur ?» Ils se sont tous écriés « Hurrah !» et se sont mis en marche. J'aime beaucoup, c'est les valeurs qui animaient donc la Grande Armée, on l'a vu, c'était l'armée de la nation, il faut le rappeler, jusqu'à Friedland, c'est quand même une armée pratiquement nationale qui se bat justement contre les despotes européens, contre la monarchie féodale que représentent les États comme la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et ils sont convaincus justement de leur destin et de leur combat. Ils se battent pour un idéal. Chacun de nos corps d'armée est en fait une petite armée en miniature, disposant d'une masse d'infanterie soutenue par de la cavalerie, de l'artillerie et des troupes du génie. Commandées par les maréchaux les plus compétents, ces unités nous permettent de combattre isolément. De plus, Napoléon ordonne que ces corps ne s'éloignent pas de plus de 30 km du corps d'armée principal. Ainsi, dans le cas où l'un de ces corps isolés rencontrerait le gros de l'armée adverse, le corps principal pourrait lui porter rapidement secours. Inversement, dans le cas où le corps principal rencontrerait le gros de l'armée adverse, tous les corps isolés pourraient rapidement rejoindre la bataille principale. Pas mal comme idée. La flexibilité et la souplesse de cette tactique, alliée à des commandants jeunes, compétents et motivés, vont être à la base de toutes nos victoires dans les premières années de l'Empire. Lannes et Augereau, avec environ 40 000 hommes, marchent sur la gauche vers Saalfeld. Soult et Ney, renforcés par des Bavarois, avancent sur la droite vers Hof, avec environ 50 000 hommes. Napoléon, avec la garde, Murat, Davout et Bernadotte, soit 70 000 hommes, se dirigent vers Schleiz. L'armée prussienne compte 230 000 hommes, tellement sûre de son triomphe qu'elle laisse Berlin et Dresde à découvert. Dans l'un des premiers engagements à Saalfeld, le jeune prince Louis de Prusse est frappé à mort par Guindet, maréchal des logis au 9e hussards. Première victime d'une guerre dont il avait été à Berlin un fervent partisan. Cet événement constituait déjà un mauvais présage pour la campagne à venir, car le prince Louis-Ferdinand, que nous voyons ici, était l'idole des jeunes officiers, il portait les espoirs de l'armée prussienne. Après 2 combats préliminaires, à Schels le 9 octobre, à Saalfeld le 10 octobre, et après les mouvements de retraite de l'armée saxo-prussienne qui en ont résulté, il est clair pour Napoléon que les Prussiens ne peuvent pas se trouver à Gera, mais qu'ils ne peuvent être arrêtés qu'à l'ouest de Iéna. Au pied de la montagne d'Iéna, dans la nuit qui précède l'affrontement, Napoléon harangue ses troupes. Soldats, l'armée prussienne est coupée, comme celle de Mack l'était à Ulm, il y a aujourd'hui 1 an. Le corps qui se laisserait percer se déshonorerait. À plein poumon, les soldats crièrent « Marchons !» 14 octobre 1806, au petit matin. Le brouillard couvre les troupes. Un pâle soleil d'hiver se lève. Les 2 armées se font face à une petite portée de canon. En moins d'1 heure, l'action devient générale. L'infanterie ennemie se forme en carré, en vain. On les enfonce tous. En milieu d'après-midi, la déroute des Prussiens est totale. Pendant que Napoléon remporte la victoire de Iéna, Davout se bat à Auerstadt contre le roi de Prusse et le duc de Brunswick. 80 000 Prussiens contre 20 000 Français. Les avant-gardes des 2 armées viennent buter par surprise l'une contre l'autre. Mais on a réagi plus vite, et le village de Hassenhausen est occupé par nos troupes.
la cavalerie de Blücher attaque plusieurs fois le village, mais échoue à nous en déloger. Bien retranchée, notre infanterie en carré met en déroute les cavaliers prussiens, leur infligeant de lourdes pertes. Brunswick est mortellement blessé et le roi Frédéric Guillaume prend alors le commandement. Bientôt, les lignes prussiennes sont enfoncées. Encore une fois, la rapidité de réaction des commandants et l'enthousiasme de nos soldats ont fait la différence. Davout, qui était le grand stratège, l'homme difficile, maussade, compliqué, mais un extraordinaire homme sur le terrain, et que Napoléon estimait sans beaucoup l'aimer. Il faut dire que Napoléon était un petit peu jaloux parce que pendant qu'il gagnait la campagne d'Iéna, la bataille d'Iéna, Davout a remporté le même jour, pas très loin, la victoire d'Austerlitz. Le soir, Davout écrit à sa femme « Commencée à 7h du matin, la bataille de Austerlitz était gagnée à 4h. Elle coûtait au roi de Prusse 3 généraux, dont Brunswick, 50 000 hommes, et son royaume. » En 1808, Napoléon fera de Davout le duc d'Auerstadt. La campagne d'Allemagne trouve son point d'orgue en ce 14 octobre 1806. En une journée, les troupes françaises ont culbuté les deux principales armées prussiennes, ont mis hors de combat 45 000 soldats et ont capturé la quasi-totalité de leur parc d'artillerie, 300 bouches à feu. La grande armée fond sur la Prusse, comme un aigle sur sa proie. Le général Lassalle et sa brigade infernale sont aux avant-postes. Le 30 octobre 1806, ses 700 hussards obligent la place forte de Stettin à capituler, malgré les 5000 hommes enfermés dans la ville. Après cette prise de choix, Napoléon eut cette phrase : « Si ma cavalerie légère continue à prendre des places fortes, je vais licencier mon artillerie. » Le 7 novembre 1806, après une poursuite effrénée, Blücher, acculé dans Lübeck, doit accepter de capituler. Napoléon, précédé de sa garde à cheval, entre à Berlin, passe sous l'Arc de Triomphe, élevé en l'honneur de Frédéric II. Vive la France ! Le bilan de la campagne est incroyable. En moins d'un mois, Napoléon a détruit l'armée prussienne forte de près de 140 000 hommes. Le roi de Prusse doit accepter des conditions de paix draconiennes. L'empereur frappe la Prusse et ses alliés d'une contribution de 160 millions. En dehors des opérations militaires, l'année 1806 a été riche en événements divers. Dès le 1er janvier, le Code civil français est appliqué dans le nouveau royaume d'Italie. Le 22 février, en prélude au blocus continental, un décret impérial est promulgué, interdisant l'entrée des marchandises anglaises dans tous les ports français. Joseph est sacré roi de Naples. Le 10 mai, une profonde réforme des universités est lancée avec la création de l'université impériale. Après la création des lycées, cette réforme complète la rénovation de l'enseignement public. Le 12 juillet 1806, c'est la naissance de la Confédération du Rhin, qui crée un amalgame d'États allemands et constitue un État tampon entre la France et ses voisins prussiens et autrichiens. Le 2 août, le régime féodal est aboli dans le royaume de Naples. Les grands principes de la Révolution française sont mis en œuvre dans tous les pays conquis. Le 21 novembre 1806 est promulgué le décret de Berlin qui met en place le blocus continental. Le blocus continental n'est pas destiné à affamer l'Angleterre, comme on l'a dit parfois. C'est un blocus qui est destiné à dérégler l'économie britannique et à faire faillite, en quelque sorte, aux banquiers de Londres, comme on disait à cette époque. Alors ce blocus, il va avoir d'abord, sur le continent, un effet coup de fouet. C'est-à-dire que les marchés intérieurs vont commencer à être extrêmement actifs et le commerce va fort bien fonctionner dans un premier temps. Mais comme on fonctionne un peu en circuit fermé, à un moment donné, il va y avoir beaucoup de stocks. Et ces stocks, on n'arrivera pas à les écouler. Il va y avoir aussi l'action de Napoléon qui,
s'arrange pour que des industries concurrençant les industries françaises fassent faillite. C'est le cas par exemple pour des industries métallurgiques en Allemagne, dans des pays qui ne sont pas français, où Napoléon va faire arrêter totalement les commandes publiques françaises dans ces pays pour favoriser la métallurgie française. C'est la même chose en matière d'agriculture. Napoléon écrit à ce moment-là, en 1810, une lettre à Eugène de Beauharnais, qui était vice-roi d'Italie. Il lui écrit « Vous n'avez pas le droit d'importer du grain venant de France, et vous devez vous pénétrer de mon principe, la France avant tout. » Et là aussi, c'est une des faiblesses du blocus continental, c'est qu'il aurait pu devenir une sorte de marché commun, et en réalité, tout le monde s'est aperçu que c'était une façon d'assurer l'hégémonie de l'économie française. Fin 1806, la situation stratégique a évolué en notre faveur. L'Autriche, après Ulm et Austerlitz, est incapable de lever une armée. La Prusse aussi, après Jena et Auerstadt. Les petites nations préfèrent se retirer. Il ne reste plus dans la 4e coalition que les armées russes et l'incontournable argent anglais. Le début de l'année 1807 va voir s'affronter les armées françaises et les armées russes. Encore et toujours la guerre. C'est lassant. La grande bataille contre les Russes, tant recherchée par Napoléon, va avoir lieu en Prusse orientale, près d'un petit village dont le nom va devenir tristement célèbre. Eylau.